Mon grand-père leva son verre par-dessus la table illuminée par des lustres et des bougies à la cannelle et dit « Je suis content que tu profites bien du fonds d'études que nous avons créé pour toi. » Je me figeai. Ma fourchette resta suspendue dans les airs. « Quel fond ?» demandai-je, et les rires autour de nous s'éteignirent comme par magie. Mon père toussa dans sa serviette, du vin coulant le long de son poignet. Le visage de ma mère devint livide. Puis ma petite cousine murmura « Attends, tu ne savais pas. » Et voilà, c'était Thanksgiving. La nuit où un toast imprudent a mis le feu à tout ce que je croyais être ma famille. Le temps que la vaisselle soit débarrassée, j'avais cessé d'être leur fille discrète pour devenir quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Thanksgiving était censé être un moment de retrouvailles. Mais entrer dans le manoir de mon grand-père, c'était comme pénétrer dans un musée où je n'avais pas ma place. L'allée brillait sous des guirlandes dorées, et à travers les hautes fenêtres, je pouvais déjà voir la famille réunie autour de la grande table. Tous arboraient des boutons de manchette en soie impeccable et des sourires répétés pour les photos. J'ai lissé les plis de ma robe chinée et me suis dit de respirer. Pour une fois, je voulais juste survivre à la nuit sans me sentir comme une étrangère au sein de ma propre famille. À l'intérieur, une douce chaleur et un parfum de cannelle embaumaient l'air. Grand-mère Margaret est arrivée en trombe de la cuisine avec un plateau de brioche, m'appelant toujours « ma chérie », comme quand j'avais 10 ans. Sa voix était la seule chose qui sonnait encore authentique dans cette maison. Grand-père Daniel était assis en bout de table, ses cheveux argentés brillant sous le lustre, un homme dont l'assurance imprégnait la pièce, même dans le silence. Quand il m'a vu, son regard s'est adouci. « Voilà ma noisette », a-t-il dit, et pendant un instant, le nœud dans ma poitrine s'est relâché. Mes parents sont arrivés quelques instants plus tard, bruyants et tirés à 4 épingles, riant aux éclats des blagues de l'oncle Richard. Mon père m'a tapoté l'épaule comme si nous étions des inconnus portant le même nom de famille. Ma mère a déposé un baiser près de ma joue et a murmuré « Essaie d'avoir l'air détendu, ma puce. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas entendre le tremblement dans sa voix. « Ethan !» Mon frère ne leva même pas les yeux de son téléphone. Cela faisait des mois que nous n'avions pas échangé plus d'une phrase. Au début du dîner, la table scintillait de dindes rôties, de purée de pommes de terre nappées de beurre et de verres en cristal remplis d'un vin dont j'ignorais le nom. Assise entre grand-mère et tante Julie, je fus aussitôt prise de son interrogatoire rituel. Les études, la vie amoureuse, le tout servi avec cette douceur sirupeuse qui ressemblait plus à un test qu'à une véritable curiosité. Je souriais à chaque question, répondant par des phrases courtes et concises, les doigts effleurant le bord de mon assiette. Le rire de grand-père résonnait au fond de la table, grave et régulier, le son d'un homme fier de sa famille. Un instant, j'ai failli y croire. J'en avais envie, car il était plus facile de faire comme si tout allait bien, que mes parents n'étaient plus les mêmes qui ignoraient mes appels pour payer le loyer, qu'ils n'avaient pas cessé de s'enquérir de mes cours, que je n'étais pas assise là, vêtue d'une robe achetée avec mon dernier salaire. Les bougies vacillaient. Quelqu'un resservit du vin. Je contemplais cette table parfaitement dressée et pensais, peut-être que cette année sera différente. Peut-être que la chaleur durera plus d'une nuit. Mais au fond de moi, une voix douce murmura une vérité que je ne voulais pas entendre. Dans cette famille, la paix précédait toujours la tempête. Au moment où le verre de grand-père toucha la table, la pièce sembla se rétrécir. Sa voix était si chaleureuse une seconde auparavant, mais ses mots planaient encore comme une fumée. Content que tu profites bien du fonds d'études que nous avons créé pour toi. Pendant un instant, personne ne réagit. Je clignai des yeux. Quel fond ? demandai-je. Mes mots, d'une netteté presque tranchante, semblaient fendre l'air. C'était comme si j'avais déclenché une réaction en chaîne. La chaise de papa grinça. Il toussa violemment, la main sur la bouche, du vin coulant le long de sa manche. La fourchette de maman tomba, son visage livide. Même la lumière du lustre parut plus froide. Mason, mon cousin de 8 ans, leva les yeux de sa purée, les yeux grands ouverts et francs. « Attends, tu ne savais pas » murmura-t-il. Le silence se fit à table, hormis le léger bourdonnement des bouches d'aération. Grand-père fronça les sourcils. « Le fond » répéta-t-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. « Celui qu'on a ouvert à ta naissance. On l'alimente chaque année. Tes parents s'en occupent. » Je me tournai vers mon père. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Maman fixait son assiette, l'argent de sa bague tremblant contre la porcelaine. « C'est toi qui t'en occupais. »
Je prononçais chaque mot avec plus d'insistance que le précédent. Parce que je vivais de petits boulots à 5 $ et de nouilles instantanées, et que ce fonds ne m'est jamais parvenu. La voix de maman était faible. Hazel, s'il te plaît. On l'a utilisé pour les urgences, pour l'appareil dentaire d'Ethan. Tu te débrouillais bien. Bien. Je ris, d'un rire sec. Tu sais seulement ce que ça voulait dire pour moi. Travailler de nuit tout en étudiant, sauter des repas pour payer le loyer. Et tu appelles ça bien? L'expression de grand-père se durcit. Toute la fierté de son attitude disparut. Cet argent n'était pas à vous, dit-il en fixant mes parents. On avait bien précisé que c'était pour Hazel, pour son avenir. Le ton de papa passa de la culpabilité à la défense. Peut-être que si vous n'aviez pas assez insisté pour que ce soit à nos noms. Lança grand-père sèchement, sa voix fracassante. On vous faisait confiance. Le silence qui suivit fut insoutenable. Les yeux de ma grand-mère brillaient. Tante Julie se pencha en avant, sentant les commérages déguisés en inquiétude. Mes cousins fixaient leurs assiettes, et moi, j'avais le souffle coupé. Assise là, entourée d'or, d'argenterie et de porcelaine fine, je réalisais que la famille qui prêchait la loyauté m'avait volé mon avenir, une urgence après l'autre. Je repoussai ma chaise. Le bruit résonna sur le parquet ciré. Vous m'avez laissé me noyer, murmurai-je. Et vous avez regardé. Maman tendit la main, mais je la retirai. Non, dis-je d'une voix basse et assurée. Tu ne répareras pas ça avec des larmes. Je me suis levée. Le lustre vacillait au-dessus de ma tête, projetant des éclats de lumière sur leur visage. Personne ne me suivit lorsque je sortis. Dans le couloir, mon reflet apparut furtivement dans un miroir à cadre doré, petit, furieux, méconnaissable. Et quelque part au fond de moi, sous le tremblement, une nouvelle pensée se forma. S'il pouvait mentir si facilement, il n'avait aucune idée de ce que la vérité pouvait faire. L'air était plus froid que dans mon souvenir. Mon souffle formait des nuages de vapeur, tranchant contre la nuit. Le manoir derrière moi brillait d'une lueur dorée et chaude, mais chaque fenêtre me donnait l'impression d'être épiée. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas. Je rentrai chez moi en voiture, en silence, serrant le volant si fort que j'avais mal aux jointures. Quand j'arrivai à mon appartement, ma robe sentait encore les fleurs, les roses et la fumée. Je l'arrachai, la laissai tomber par terre et m'assis sur le bord de mon lit, tremblante. J'entendais sans cesse la voix de grand-père, claire comme du cristal. Le fonds que nous avions créé pour toi, et celui de papa. On comptait le remplacer. Chaque mot résonnait comme un mensonge qu'on m'avait appris à accepter. Autour de moi, tout paraissait plus petit qu'au matin. La peinture qui s'écaillait, la lumière qui vacillait, la pile de factures sur mon bureau, à moitié payées, certaines encore scellées. Les chiffres se brouillaient sous mes yeux. Loyer, frais de scolarité, courses, intérêts. Tous les sacrifices que j'avais faits, toutes les heures passées à croire que lutter était noble, tout cela avait été inutile. Ils m'avaient laissé vivre comme ça pendant qu'ils construisaient leur confort sur l'argent qui m'était destiné. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai cherché sur le site de la banque dont grand-père avait parlé en passant, une banque où je n'avais jamais mis les pieds. Après une heure d'impasse et d'appels téléphoniques hésitants, j'ai enfin réussi à joindre quelqu'un. Avez-vous un compte à mon nom, Hazel Anderson? La musique d'attente a duré une éternité. Puis une voix a répondu, prudente et hésitante. Oui, mais le solde est à 0. 0. Le mot semblait presque doux, comme s'il essayait de ne pas me blesser, mais il m'a blessé. La représentante a hésité. Les retraits étaient effectués régulièrement et signés par John et Linda Anderson. Je les remerciai, j'ai raccroché et je suis restée assise dans le noir. Pas de musique, pas de pleurs, juste un silence pesant. Le lendemain matin, je suis entrée au bureau d'aide juridique du campus, serrant contre moi un dossier contenant tous les papiers que j'ai pu trouver. Relevé de prêt, bulletin de salaire, lettre de bourse. La femme derrière le bureau écoutait en silence, feuilletant les pages. Lorsqu'elle a finalement levé les yeux, son regard était fixe. Hazel, si ce fonds était destiné à vos études et qu'ils l'ont utilisé à leur profit, c'est un détournement de fonds. Le mot pesait lourd entre nous. Une fin juridique sordide. Est-ce un crime? Ai-je demandé. Ça peut l'être, a-t-elle répondu doucement. Si vous voulez porter plainte, commencez à rassembler des preuves. Ce soir-là,
J'ai fait exactement cela. J'ai constitué une pile de preuves plus haute que mes manuels scolaires, des factures, des relevés, toute trace de la vie que j'avais survécue sans leur aide. Je les ai étalés sur le sol, un à un, jusqu'à ce que le tapis disparaisse sous le papier. Chaque document était une cicatrice que je pouvais enfin voir. Quand j'eus fini, je restai là, immobile, entourée par la vie qu'il m'avait volée, et je compris que je n'étais plus impuissante. Il m'avait appris que le silence était une force. Mais maintenant, je connaissais la vérité. La force, c'était de parler d'abord et de laisser la vérité faire le reste. Noël arriva vite cette année-là, enveloppé d'une fausse gaieté et de lumière qui ne réchauffait rien. La même maison qui avait brillé à Thanksgiving semblait maintenant plus froide, comme si même l'or des lustres ne pouvait masquer les fissures. J'ai failli ne pas y aller, mais grand-père m'avait appelé lui-même. « Tu devrais être là, Hazel, » avait-il dit. « Tu le mérites. » Alors j'y suis allée, non plus comme la fille discrète, mais comme la femme qui connaissait la vérité. La porte d'entrée s'ouvrit sur la même odeur de cannelle et d'argent. Mes parents étaient déjà là, habillés en harmonie avec la pièce, impeccablement repassée, parfaitement faux. La voix de maman s'éleva quand elle me vit. « Hazel, tu es venue. » Elle a dit ça comme si j'avais fait une bonne action. Papa a hoché la tête d'un air crispé, la mâchoire serrée. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis Thanksgiving. Ethan a marmonné un « eh », à moitié convaincu depuis le canapé. J'ai accroché mon manteau et jeté un coup d'œil vers la salle à manger. La table était de nouveau dressée. Même vaisselle, même couvert, même chaise. Mais cette fois, la chaleur avait disparu. Grand-mère se tenait près de la porte de la cuisine, les mains jouant nerveusement avec son tablier. Grand-père était assis en bout de table, impassible. Le dîner a commencé comme tous les dîners chez les Anderson, des banalités teintées d'ironie. La météo, le travail, les prix, et Julie lançait des remarques passives-agressives du genre « Des décorations, du noisetier toujours dans ce petit appartement, ma chérie. » Et oncle Richard faisait semblant de ne pas entendre. Je les ai laissés parler. J'ai attendu. À mi-repas, papa s'est levé et a tapoté son verre avec une cuillère. « Je voulais juste dire, » a-t-il commencé avec un sourire forcé, « que la famille est ce qu'il y a de plus important. On a traversé des moments difficiles cette année, mais le plus important, c'est de rester unis. » J'ai senti une étincelle de rire amer me monter à la gorge, mais je ne l'ai pas laissé s'échapper. Au lieu de cela, je me suis baissée, j'ai pris le dossier à côté de ma chaise et je l'ai posé délicatement sur la table. Le bruit du disque heurtant le bois a couvert les bavardages. Depuis Thanksgiving, ai-je dit d'une voix assurée, je ne cesse de poser une question. Quel fond? Un silence s'est installé. Grand-père a levé brusquement les yeux. La main de maman s'est arrêtée à mi-chemin de son verre. J'ai la réponse maintenant. J'ai continué à faire glisser le dossier vers le centre. Chaque retrait, chaque date, chaque signature. Vous n'avez pas utilisé cet argent pour moi. Vous l'avez utilisé pour vous, pour le toit, la voiture, l'appareil dentaire d'Ethan, les courses, les vacances, tout. Les lèvres de maman tremblaient. Hazel, s'il te plaît, pas ce soir. Je l'ai interrompu. Pas ce soir. J'ai passé des années à rafistoler mes chaussures avec du ruban adhésif pendant que vous gardiez l'argent qui m'était destiné. J'ai enchaîné les doubles journées. J'ai souffert de la faim pendant les examens pendant que vous disiez à tout le monde que tout allait bien. Le visage de papa s'est assombri. Nous avons fait ce que nous devions faire pour la famille. J'ai croisé son regard. Non, tu as fait ce qui était le plus facile pour toi. J'étais la famille. Un long silence pesant s'ensuivit. L'horloge fit tic-tac, puis deux. Grand-mère murmura « Oh mon Dieu !» Grand-père prit alors le dossier. Il l'ouvrit lentement, parcourant du regard les premières pages, relevés bancaires, bordereaux de paiement, mes avis de frais de scolarité. Ses mains tremblaient. Lorsqu'il leva les yeux, sa voix était calme mais tranchante comme un rasoir. « Vous avez volé votre propre fille, » dit-il à mes parents. « Votre propre sang. » Les larmes de maman coulèrent rapidement, abondamment. Nous ne voulions pas la blesser. Vous lui avez volé son avenir, lança grand-père. Et vous m'avez menti pendant des années. Papa essaya de parler, mais la colère dans les yeux de grand-père le paralysa. Je te faisais confiance, John. Je te confiais sa vie. Un silence de mort s'installa.
Puis, d'une voix douce mais claire, je dis, j'ai déjà déposé une plainte. L'enquête de la banque est en cours. Ils vous contacteront pour le remboursement et les démarches juridiques. Un bruit sourd s'éleva dans la pièce. Papa frappa à la table du poing. Tu poursuis tes propres parents en justice. Non, dis-je. Je tiens les voleurs responsables. Il y a une différence. Maman sanglota plus fort. Hazel, tu ne peux pas nous faire ça. Je la regardai et ne ressentis que de la distance. Vous l'avez bien cherché. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je le remarque. Tante Julie se pencha en avant et murmura. Oh, mon Dieu! Comme si elle regardait un film qu'elle ne pouvait pas arrêter. Ethan resta figé, la culpabilité se lisant sur son visage. Grand-père se leva lentement, sa chaise raclant le sol. Il contourna la table et s'arrêta à côté de moi. Un instant, je crus qu'il était en colère que j'ai fait une scène. Au lieu de cela, il posa une main sur ma. Tu n'es pas obligé d'affronter ça seul, dit-il doucement. J'acquiesçai d'un signe de tête, la gorge serrée. Je sais. Le regard de papa oscillait entre nous, l'incrédulité s'insinuant dans mon esprit. Tu prends son parti, demanda-t-il à grand-père. Il n'y a qu'un seul camp, répondit grand-père. La vérité. Plus personne ne parla. Seul le tic-tac lent de l'horloge et le faible sifflement de la cheminée venaient troubler le silence. Je ramassai le dossier, le remis dans mon sac et me levai. Mes jambes étaient stables cette fois. Arrivé à la porte, maman m'appela entre deux sanglots. « S'il te plaît, Hazel, on peut arranger ça. » Je me retournai une seule fois. On ne peut pas réparer ce qu'on n'a jamais voulu garder intact. Dehors, la neige tombait, épaisse, silencieuse, implacable. L'air mordait mon visage, mais cela m'importait peu. Chaque pas qui m'éloignait de cette maison me semblait plus léger. Dans l'allée, ma voiture était saupoudrée de blanc. Je l'époussetai d'un revers de manche, ouvris la portière et jetai un dernier regard en arrière. Le manoir brillait derrière moi, magnifique et délabré. À l'intérieur, ils devaient être assis dans ce silence, confrontés à leurs actes. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie insignifiante. Tandis que je m'éloignais en voiture, la neige, prise dans les phares, tourbillonnait comme de la cendre. La maison disparut dans le rétroviseur, et je murmurai dans le vide. Tout s'effondra à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui craquais. La lettre de la banque arriva une semaine plus tard. Une épaisse enveloppe, cachetée. Je la fixai longuement avant de l'ouvrir. L'enquête était en cours. Chaque retrait, chaque signature falsifiée, chaque transaction était examinée. Si la fraude était prouvée, la banque déclara que mes parents seraient tenus financièrement responsables. Je ne souris pas, je ne me réjouis pas. La justice est rarement synonyme de joie. C'est comme respirer à nouveau après des années sous l'eau. Quelques jours plus tard, grand-père appela. Il ne posa aucune question sur l'affaire. Il dit simplement « Il y a quelque chose qui t'attend à la banque ». À mon arrivée, le guichetier me remit un chèque de banque et un mot écrit de sa main. Pour un nouveau départ, pas pour survivre. 20 000 $. De quoi alléger le fardeau sans oublier comment on en est arrivé là. J'ai remboursé mes prêts étudiants cet après-midi-là. Voir le chiffre diminuer à l'écran n'avait rien d'une victoire. C'était comme récupérer du temps volé. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom uniquement. Pas de signature partagée, pas de faille, juste le mien. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai obtenu mon diplôme sous un ciel pâle, coiffé d'une toque empruntée et arborant un sourire enfin mérité. Dans la foule, j'ai vu grand-père et grand-mère m'applaudir. Mes parents n'étaient pas là. Je me suis dit que ça m'était égal. Et pour une fois, c'était vrai. En traversant la Seine, je ne portais plus leur honte. Seulement mon nom et cette paix tranquille qui suit la tempête. On dit que la famille est éternelle, mais éternellement ne signifie pas loyauté aveugle. Parfois, cela signifie savoir s'éloigner. Avant, je pensais que la force résidait dans le silence, dans le maintien de la paix à tout prix. Mais maintenant, je sais que le silence ne protège que ceux qui blessent. Toi, la famille, ce ne sont pas les personnes avec qui tu partages le sang. Ce sont celles qui ne te volent pas ton avenir. Si tu as déjà dû choisir entre la vérité et ta famille, dis-moi d'où tu m'écoutes, pour que je sache que je ne suis pas seule. Et abonne-toi,
car la prochaine histoire pourrait bien te rappeler à quel point tu es déjà fort.